coup, Chloé ou Sylvain, est-ce que vous êtes connectés? Je crois que j'ai aperçu Chloé. Est-ce que vous êtes là? Oui, c'est bon. Ouais, bah, si vous souhaitez, vous pouvez partager votre support. Alors, non, c'est Chloé qui va commencer. C'est bon, vous voyez mon... Ouais, c'est parfait. Donc, du coup, merci à vous pour la présentation de ce travail. Donc, le groupe recherche clinique, pas le groupe, la thématique recherche clinique avec ce beau travail sur les grilles de surcoût. Donc, Sylvain Vitti, Chloé Lamesa, Paris et Toulouse, hein, représentés pour cette présentation. Merci à tous les deux pour votre investissement dans ce groupe thématique et puis pour cette présentation aujourd'hui. Je vous laisse la parole. Donc, bonjour. Donc avec Sylvain, on va vous présenter le travail qui a été mené par le groupe durant l'année dernière. Et donc, c'est articulé en deux temps. Le premier temps, je vais vous présenter donc la grille en elle-même et puis l'interprétation de cette grille pour l'activité de radiopharmacie. Et après, donc, Sylvain vous présentera donc, la communication autour de cette nouvelle grille. Et, voilà. Donc, ça commence bien. Ah. Donc, en fait, le contexte déjà par rapport à cette nouvelle grille. Donc, en fait, il y a eu plusieurs règlements européens qui ne sont pas tout récents et ensuite qui ont été traduits en France sur donc, la recherche biomédicale. Et en fait, plus récemment, comment dire? En fait, l'une des traductions de ce règlement européen a été la remise à plat en fait de la grille de surcoût qui a eu lieu en fait en 2021, notamment pour la revalorisation des actes, dans laquelle en fait la pharmacie a été revalorisée. Et également l'imagerie, dont la médecine nucléaire. C'est pour ça que la radiopharmacie aujourd'hui apparaît. Donc, il y a une revalorisation des coûts pour certains actes, un ajout pour certains actes. Et surtout, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que maintenant, si des actes se dupliquent durant l'étude ou que les actes, pour différentes raisons, peuvent être amenés à se reproduire dans différents bras, il est possible de dupliquer les lignes pour chaque acteur ou chaque produit qui participe à cet acte. Aujourd'hui, on a une identification de la radiopharmacie au sein de la pharmacie sur cette nouvelle grille, ce qui n'était pas le cas avant. Actuellement, en fait, cette grille est utilisable. Certains industriels ne souhaitent pas l'utiliser puisqu'en fait, le décret d'application n'est toujours pas sorti et il devrait normalement arriver d'ici fin 2021. On l'attend avec impatience. Il devait normalement arriver en septembre et il a été décalé. Donc, pour la radiopharmacie, qu'est-ce qui change en réalité? Avant, on valorisait les essais cliniques où le MRP était un médicament expérimental, le Lutathera, les différents PSMA. Et aujourd'hui, en fait, on peut également valoriser les actes de radiopharmacie pour les médicaments pour lesquels, en fait, ils ne sont pas en expérimental, c'est-à-dire les médicaments dits auxiliaires. Par exemple, les FDG de contrôle ou alors lors de la sélection des patients pour les inclusions, l'imagerie nucléaire nécessitant un MRP. Comment est-ce qu'on valorise en fait ces activités? On dédouble en fait les lignes au niveau de la pharmacie, c'est-à-dire que si vous avez des actes de pharmacie avec par exemple une dispensation, vous pouvez également dédoubler la ligne en spécifiant que c'est pour la radiopharmacie dans le cadre de ces médicaments auxiliaires. Vous barrez la mention qui ne correspond pas à l'intitulé sur l'intitulé de la ligne. Et vous précisez dans quel cadre est-ce que cet acte est réalisé, notamment l'événement, si c'est en sélection, J1, J15, etc.
Donc, en fait, un peu plus en détail, tous les actes que je vous présente ici sont duplicables pour la radiopharmacie. Je vous ai mis, donc, s'ils sont en MRP, ça veut dire que c'est pour les médicaments auxiliaires. MRPE, c'est pour les médicaments expérimentaux. Donc, déjà, vous pouvez voir que les forfaits pharmaceutiques sont également duplicables pour la radiopharmacie, pour tous les essais, même pour les médicaments auxiliaires. Donc ça, c'est quelque chose qui n'était pas le cas avant et donc ça permet de valoriser notre travail. Ensuite, vous avez dans la grille différentes lignes qui peuvent être également dupliquées. Il est intéressant de voir que aujourd'hui, les conditions particulières de conservation qui sont donc pour le MRP expérimental peuvent être dupliquées s'il existe différents médicaments expérimentaux pour lesquels les températures de conservation sont différentes. De la même manière, au niveau des monitorings, vous allez avoir aujourd'hui, dès la première visite, une facturation et non plus au-delà de 6 visites. Dans la ligne réception-livraison supplémentaire, avant c'était à partir de 4 par an. Aujourd'hui, pour chaque livraison, vous pouvez facturer un coût. Et vous avez également un coût qui doit être facturé pour la partie renvoi du colis, notamment par exemple pour tous les colis TIPA qui sont envoyés aux fournisseurs. Vous pouvez ajouter donc un forfait de 10 € qui doit être appliqué. Pour la reconstitution préparation, aujourd'hui, du coup, on peut la valoriser, notamment, donc c'est en conditions stériles, puisqu'il en existe plusieurs. Donc, il nous a paru intéressant de spécifier qu'il s'agissait des conditions stériles, puisque c'est ce qui se passe actuellement. Au niveau des audits, il y a un seul coût maintenant qui a été validé, il est de 300 € par audit. Pas uniquement si au-delà de 4 heures. Pour le reste, donc sur cette ligne, c'est bon. Nous avons également aussi la fourniture des produits de santé qui doit être à cet endroit-là spécifié, même pour les médicaments auxiliaires. Donc ça, c'est un peu ce qui aujourd'hui est en discussion. Mais normalement, vous devez, comme dans la loi Jardé, en fait, la prise en charge du médicament est faite par le promoteur de l'essai. Normalement, vous devez pouvoir la facturer à votre promoteur. Nous avons fait rajouter une ligne qui n'existe pas actuellement dans la grille, dans l'annexe 2.1, qui est une ligne de temps radiopharmacien nécessaire pour la gestion des MRP sur toute la durée de l'étude. Celle-ci n'existant pas à l'heure actuelle, elle pourra être discutée lors de la validation de la grille. Également, ont été rajoutés un certain nombre d'actes non nomenclaturés qui n'existaient pas avant, notamment la valorisation des actes de formation qui sont nécessaires lors de la prise en main de l'étude, lors des amendements de l'étude. Et comme vous pouvez le voir aujourd'hui, donc il y a des facturations sur les stockages archivages de l'APUI. Il est intéressant de remarquer que jusqu'à présent, c'était donc pour l'ensemble de l'APUI. Aujourd'hui, c'est dédoublable pour tous les types d'archivage. Donc, pour les MRP, vous pouvez le dédoubler. Et il y a une différence à prendre bien en compte entre le stockage des médicaments, on va dire auxiliaires, qui sont dans le cadre d'un dossier de 10 ans, et dans le cadre des médicaments expérimentaux qui aujourd'hui est de 25 ans. Et vous pouvez le dédoubler si vous avez du FDG, par exemple, plus un médicament expérimental. Également, une autre item qui a été rajouté par rapport à l'ancienne grille concerne les autres surcoûts et coûts imputables à l'essai. Donc, comme actuellement, il n'y a aucune valorisation de la partie contrôle qualité pour les essais cliniques et les MRP, enfin, et pour la production et le contrôle qualité des MRP, à cet endroit-là, vous pouvez le rajouter. Donc, vous pouvez valoriser le temps de contrôle qualité, donc par exemple avec le temps tech, et également, vous avez une ligne réactif et consommable.
donc qui est valorisable également pour les 2 types de MRP, auxiliaire et expérimental. Et vous pouvez demander la facturation donc, des solvants et du matériel nécessaire pour vos contrôles qualité. Donc ensuite, vous avez également la possibilité de rajouter pour votre centre, dans l'annexe 3, un certain nombre d'actes particuliers qui sont en lien avec le circuit du MRP dans votre centre. Par exemple, nous, sur l'Oncopole, on pose systématiquement une voie veineuse pour les patients qui sont en essai clinique. Donc, nous le faisons ajouter dans toutes les annexes 3 de nos essais, de notre grille. Vous pouvez également rajouter à cet endroit-là tous les actes qui, pour vous, n'ont pas été valorisés dans la grille lors de la négociation avec le centre coordonnateur. Et la problématique aujourd'hui, c'est que l'annexe 3 n'est pas diffusée à l'ensemble des centres. Donc, en fait, c'est-à-dire qu'en fonction des centres, on peut avoir des différences assez importantes de valorisation des actes. Et souvent, en fait, aujourd'hui, ce qu'on peut observer, c'est que les promoteurs des études sollicitent les centres qui sont considérés comme les moins 10 ans dans les grilles, afin justement de faire valider une grille, on va dire, au rabais par rapport à ce qui pourrait être fait au niveau des actes. Comme cela entraîne en fait une très grosse difficulté après pour faire revaloriser la grille par des annexes, par des avenants, pardon. C'est vrai qu'il est important aujourd'hui qu'on arrive à s'organiser pour que les centres coordonnateurs prennent bien en compte en fait, l'ensemble des actes de radiopharmacie. Et donc, on ait une meilleure visibilité, notamment au niveau des DRCI, pour pouvoir justement faire valoriser nos actes. Donc, de plus, aujourd'hui, ne sont pas du tout valorisés les actes intellectuels des radiopharmaciens. Et donc, pour cela, on a proposé de rajouter systématiquement 2 lignes qui sont spécifiques en fait, aux médicaments expérimentaux. Donc, en fonction de la difficulté de la production du médicament expérimental, on fait rajouter une ligne de forfait qui correspond en fait à un forfait qui existe déjà pour les MTI. Au vu du circuit complexe de nos produits, donc on l'a fait rajouter également pour les MRP. Et également un temps médical de radiopharmacien par examen, donc pour notre expertise dans l'analyse des ordonnances en fonction de ce que demande le promoteur, puisque des fois, ça peut quand même aller sur de l'analyse de type 2 de la prescription, donc qui prendre du temps pour vérifier à chaque examen du patient donc, cette prescription. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait également rajouter un forfait par examen de temps pharmacien. Donc, juste pour présenter, ça, donc, suite à la création du GT, j'ai essayé de le mettre en pratique au niveau du centre à l'Oncopole. Aujourd'hui, on a réussi à mettre en place pour cette grille, cette nouvelle grille, donc, pour un certain nombre d'essais, notamment pour les médicaments auxiliaires. Donc, on est toujours en négociation avec certains industriels qui refusent l'utilisation de cette nouvelle grille, qui nous disent que nos actes de radiopharmacie sont intégrés dans les actes de médecine nucléaire, donc ce qui n'est plus le cas. C'est bien pour ça que ça a été validé par le LEM Unicancer et le CPCHU. Et donc, la majorité des essais dans lesquels on a des MRP auxiliaires maintenant passent sur la nouvelle grille. La grosse limite que ça entraîne, c'est qu'il faut pouvoir recenser en fait les patients qui nécessitent des MRP auxiliaires, donc c'est-à-dire par exemple qui ont un suivi FDG pour leurs traitements expérimentaux. Donc ça veut dire qu'il faut une bonne coordination au niveau de l'établissement avec un LAP qui est assez fin et qui permet du coup d'extraire les patients qui sont dans des parcours cliniques. Également, la deuxième difficulté, c'est que ça prend beaucoup de temps radiopharmacien, puisque maintenant, en fait, la validation des grilles pour les MRP auxiliaires fait que il faut revoir lors de la facturation des grilles l'ensemble des patients. Donc, c'est quand même beaucoup de temps pour le pharmacien.
Après, il faut faire le contrôle de ce qui a été obtenu et de ce qui a été reversé pour l'unité une fois que la facturation a été faite. Et pour pouvoir avoir vraiment une efficacité par rapport notamment au MRP auxiliaire, il faut une très bonne interaction avec le pharmacien responsable des essais cliniques, puisque finalement, c'est lui qui va pouvoir, dans un premier temps, nous signaler qu'il y a de l'imagerie nucléaire et donc on est amené à travailler sur certains essais qui ne sont pas du tout des essais de médecine nucléaire et de radiopharmacie. Pour pouvoir permettre en fait donc justement les interactions, le groupe de travail propose donc de travailler sur la communication avec les pharmaciens, essais cliniques et les DRCI. Donc c'est le travail que Sylvain va vous présenter, qui correspond en fait à un petit flyer explicatif qui a été fait par le groupe de travail et qui permet en fait, qui doit être diffusé. L'objectif final, ce serait d'arriver à établir un réseau avec une meilleure circulation de l'information, notamment au moment de la validation des grilles par les centres coordonnateurs, ce qui permettrait en fait de bien valoriser les actes de radiopharmacie. Et puis, du coup, d'intégrer en fait les actes spécifiques de radiopharmacie qui ne le sont pas encore, c'est-à-dire notamment les contrôles qualité, lors de la prochaine révision de la grille. Donc, maintenir une discussion avec le CPCHU sur ce point pour pouvoir justement continuer à travailler sur ce sujet. Voilà. Donc, je vais laisser... Ouais, je vous propose effectivement d'enchaîner et puis si vous avez des questions, on poulera les questions en fin de présentation. Merci. Bon. Bonjour à tous. Est-ce que c'est bon pour l'écran du coup? Ouais, c'est bon. Ouais, ok. Ouais. Donc, bonjour à tous. Alors, dans la continuité de ce que vous a présenté Chloé, et en vue d'expliciter, de bien faire comprendre la bonne façon de prendre en compte les actes radiopharmaceutiques qui sont réalisés dans le cadre des essais cliniques et puis surtout les valoriser à leur juste valeur. Donc, on est parti sur la mise au point d'une plaquette d'information qui est plutôt destinée à des personnes qui s'y connaissent assez peu en radiopharmacie, c'est-à-dire les responsables des DRCI d'une part, et en particulier les responsables des guichets industriels, et puis d'autre part, donc les chefs de projet en local dans les services qui vont, eux, participer à l'établissement des contrats, et également les pharmaciens qui sont responsables des essais cliniques donc dans les PUI. Alors, certains d'entre eux ont des connaissances en radiopharmacie, mais je ne pense pas que ce soit la majorité des cas. Alors, cette plaquette l'information se présente sous la forme d'un triptyque en fait recto verso. Donc c'est un petit dépliant. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter chaque page de ce triptyque et puis à la fin je vous montrerai ce que ça donne. Donc sur la première page, la page de garde, en fait, on retrouve donc un rappel de l'objectif principal du sujet, qui est de valoriser les actes radiopharmaceutiques qui sont réalisés dans le cadre des recherches cliniques. Donc, sont rappelées ici les cibles de ce document, donc en priorité les DRCI et puis les pharmaciens essais cliniques, puisque eux, ils vont être impliqués et en tout cas au courant des essais pour lesquels des MRP auxiliaires sont utilisés, notamment pour les imageries de suivi, chose que ne sera pas forcément, donc le radiopharmacien ne sera pas forcément informé de ces essais-là. Donc l'objectif, c'est de présenter avec ce document assez brièvement ce qu'est la radiopharmacie et de donner une sorte de mode opératoire pour rappeler les choses à ne pas oublier lorsque le contrat unique est établi pour les études concernées. Voilà, donc tout d'abord, on rappelle brièvement, c'est succinct, c'est assez simple, mais c'est fait pour des gens qui ne sont pas du domaine. Donc on présente ce qu'est la radiopharmacie. Donc finalement, la radiopharmacie consiste à gérer le circuit des médicaments radiopharmaceutiques. Donc globalement, il y a deux applications majeures, soit pour de l'imagerie, soit pour de la thérapie. Et ce qu'on veut faire comprendre ici, c'est que gérer un médicament radiopharmaceutique revient à assurer un certain nombre d'actes qui sont spécifiques et qu'on ne retrouve pas forcément pour d'autres types de thérapies. Donc effectivement, ça va être les contrôles qualité, notamment les contrôles qualité pré-injection, les mises en seringue, la manipulation en enceinte blindée,
la gestion des déchets radioactifs, et puis toutes les considérations de radioprotection. Donc tout ça, ce sont des choses spécifiques au MRP qui doivent être prises en compte dans la lourdeur de l'étude. Donc évidemment, pour les radiopharmaciens, ce sont peut-être des choses, c'est enfoncer des portes ouvertes, mais là, le but, c'est vraiment de sensibiliser des gens qui ne connaissent absolument rien. Donc, sur la page suivante, on se propose d'exposer le rôle du radiopharmacien dans les études cliniques. Et typiquement, le radiopharmacien, il va être impliqué dans 2 cas de figure. Premier cas de figure, le médicament expérimental est le MRP. Donc en général, ici, il n'y a pas trop de problème, parce que finalement, tous les actes de la grille vont concerner le MRP expérimental. Et puis surtout, c'est le message qu'on veut ici faire passer, c'est que le radiopharmacien, dans les recherches cliniques, va être impliqué dans la gestion des MRP auxiliaires, qui est indispensable à la réalisation, par exemple, des examens de suivi dans les études en cancéro ou autres. Et donc, ce qu'il faut, le message qu'on veut faire passer, c'est qu'il faut systématiquement associer à la réalisation de ces actes d'imagerie, eh bien, les actes qui correspondent à la gestion de ces MRP auxiliaires par le radiopharmacien. Donc, sur la page suivante, on introduit un peu ici le mode opératoire qu'on va présenter, en rappelant pourquoi il est important de penser à valoriser les actes radiopharmaceutiques. Et donc, on rappelle ici les 2 cas de figure. Soit le médicament radiopharmaceutique est le médicament expérimental, c'est le médicament radiopharmaceutique expérimental. Soit, et c'est surtout ce cas de figure qui est problématique dans la reconnaissance des actes radiopharmaceutiques, c'est le cas de figure où le MRP est un médicament auxiliaire. Et donc, il va servir, par exemple, à la réalisation des imageries de suivi. Donc, sur les deux dernières faces du triptyque, on présente très brièvement ce que Chloé vous a présenté précédemment, c'est-à-dire le mode opératoire qui rappelle les choses à prendre en compte. Donc, tout d'abord, lorsque le MRP est le médicament expérimental, et donc effectivement, dans ce cas-là, il faut bien penser dans le bloc du contrat unique en annexe 2.1, donc dans le bloc autres coûts et surcoûts imputables à la recherche, bien penser à intégrer les coûts de contrôle qualité, alors que cela soit en termes de temps pharmacien, de temps préparateur, et également en termes de coûts des réactifs et consommables. Et donc là, je pense qu'il est important de dissocier les 2 lignes, c'est-à-dire le temps d'un côté et le coût des réactifs d'un autre côté, puisqu'en fonction de la façon dont est négociée donc en interne la gestion de l'argent généré par les essais cliniques, vous pouvez avoir la main sur l'argent qui correspond au temps pharmacien, mais en général, vous ne l'avez pas sur l'argent qui correspond à l'achat des réactifs et des consommables. Donc, évidemment, ici, on rappelle au chef de projet, à la DRCI, qu'il faut se rapprocher du radiopharmacien qui va piloter l'étude afin d'estimer de façon fiable, raisonnable, ses coûts. Ensuite, dans le bloc pharmacie, radiopharmacie, c'est finalement assez simple puisque toutes les lignes de la grille vont être applicables à la gestion du MRP expérimental. Donc, le forfait pharmaceutique, la dispensation, la préparation, les destructions au fil de l'eau, ainsi de suite. Et ce qu'on propose, alors on ne l'affiche pas clairement dans le triptyque, mais je vous l'ai mis sur la partie de droite, c'est effectivement d'intégrer les demandes particulières des promoteurs sous forme de contrepartie. Donc c'est-à-dire en annexe 3. Alors, c'est un sujet qui divise un petit peu la communauté des pharmaciens, notamment des pharmaciens essais cliniques. Moi, je le fais pour des essais standards. Je pense que c'est important de valoriser l'expertise qu'on a et que les promoteurs nous demandent, sachant que cette expertise n'apparaît pas dans l'annexe 2.1. Enfin, deuxième cas de figure, donc, le MRP est un médicament auxiliaire. Donc ici, c'est un petit peu plus compliqué. En général, le pharmacien essai clinique va être au courant de l'étude. Et c'est là où l'aspect de communication et d'interaction va être très important. C'est-à-dire que ça va être à lui, finalement, de percevoir que des examens d'imagerie nucléaire sont requis dans le protocole. Et donc, il faudra qu'il fasse un pontage avec son radiopharmacien pour
encore une fois, estimer les coûts reliés au contrôle qualité des MRP auxiliaires qui doivent être valorisés. Le règlement européen, ça c'est très important, précise très clairement que le promoteur est en charge de la fourniture de tous les médicaments auxiliaires. Et s'il ne peut pas les fournir, il doit les prendre en charge financièrement. Et donc, ça inclut les contrôles qualité, l'achat, la gestion, la dispensation et tous les actes en fait, qui sont reliés à la gestion de ces MRP auxiliaires. Et donc, pour ce qui est du bloc pharmacie, radiopharmacie, eh bien là, il faudra dupliquer toutes les lignes. Donc, les forfaits de base donc de première année et d'année supplémentaire doivent être dupliqués pour la radiopharmacie. Donc, ça veut dire que pour un essai où il y aura un médicament expérimental, je vais dire classique, et par exemple du FDG, eh bien, il faudra dupliquer en fait, les lignes de forfait pharmaceutique. Une pour la pharmacie et une pour la radiopharmacie. Et ensuite, on pourra, pour chaque acte d'imagerie, donc pour lequel un médicament radiopharmaceutique, donc imagerie ou thérapie, pour lequel un médicament radiopharmaceutique aura été géré, on pourra comptabiliser et donc dupliquer les lignes donc, pour la dispensation du médicament, la destruction, l'étiquetage, la réception, la préparation. Et honnêtement, je pense qu'il faut les faire passer en type de préparation stérile, donc c'est-à-dire à 60 € et non pas 20 €, comme c'est mentionné pour les non stériles. Et également prendre en compte la fourniture de produits de santé. Alors, le prix d'achat des MRP auxiliaires, a priori, va être inclus dans le coût de l'imagerie. En revanche, le temps pharmacien de gestion ne l'est pas. Et donc ici, vous pouvez très bien négocier 1 ou 2 heures de temps pharmacien pour l'ensemble de l'étude, afin d'assurer voilà, ce temps de gestion pour ces MRP auxiliaires qui sont indispensables dans le protocole. Pour ce qui est des actes non nomenclaturés, donc le pharmacien qui revoit la grille devra inclure le temps de formation de l'équipe radiopharmaceutique, donc radiopharmacien et PPH affectés à la radiopharmacie, donc que ce soit pour la formation de base au protocole, mais également pour les différents amendements. Donc, comme l'a dit Chloé, les visites de suivi et les audits eh bien, devront être également dupliqués si l'audit intervient à la fois au niveau de la pharmacie et de la médecine nucléaire. Et enfin, dernier acte non nomenclaturé, c'est l'archivage. Donc, dans le cas d'un essai avec un médicament expérimental et un MRP auxiliaire, en fait, il y aura 2 forfaits d'archivage. Un forfait d'archivage de 25 ans pour le médicament expérimental et un forfait d'archivage de 10 ans pour le MRP auxiliaire. Voilà, j'ai terminé. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci à tous les deux. Qui sera vraiment très important dans cette diffusion. Est-ce que vous avez des questions? Je crois qu'il y a quelqu'un qui parle, mais très très doucement, du coup on n'entend pas. C'est Frédéric qui parle. Ah, c'est Frédéric. Alors Fred, je ne sais pas si c'est pour la conf ou... Pardon, excuse-moi. Ah voilà, Ah, bah, parfait, voilà. là on t'entend. Je suis confus. Excusez-moi, non, je disais, je vous remercie, pardon. J'avais posé mon casque et je viens de le remettre pas comme il faut. Donc désolé. Donc effectivement, je vous remercie donc, pour cette présentation très claire, ainsi que pour le développement de ce support qui sera communiqué à tous nos partenaires au sein de nos établissements et même en dehors pour la bonne valorisation de l'activité de radiopharmacie. Et je posais la question, voilà, effectivement, s'il y avait quelqu'un qui avait une question à poser à nos intervenants. Oui, moi j'ai une question, c'est Sandy Blondel. Là, du coup, j'étais contente parce que vous avez parlé. Merci beaucoup pour la présentation, c'était très très clair et très intéressant. Donc, vous avez parlé de l'analyse pharmaceutique, ça c'est un truc qui m'intéresse pas mal. Chloé, tu as parlé des différents niveaux d'analyse pharmaceutique. C'est la grille de la SFPC, c'est ça qui classe en 3 catégories l'analyse pharmaceutique?
Oui, en fait, ça même au-delà de ça, puisque sais Ouais. pas, dans le CAQES, en fait, on nous demande quand même de faire du niveau Ah 1, oui. 2, 3, donc ça va au-delà simplement de la SFPC. Mm. Mais c'est surtout qu'en fait, dans beaucoup des essais de MRPE expérimentaux dans lesquels on est impliqué, on nous demande quand même d'aller au moins au niveau 2, puisqu'on doit vérifier la biologie, on doit quand même vérifier qu'il n'y a pas on va dire, d'évolution du patient sur une sortie d'essai. Donc, le médecin est censé le faire, mais nous, on nous demande, enfin, en tous les cas, au niveau de l'oncopole, de le contrôler. Donc, c'est vrai que c'est pour ça qu'on a fait rajouter ce temps d'analyse pharmaceutique en annexe 3, puisqu'aujourd'hui, il n'existe pas dans la grille. Ouais. Et là, vous avez pensé à mettre, mais du coup, à mettre 3 niveaux. Là, dans la grille, j'ai vu qu'il n'y avait Non. qu'un seul niveau, mais on aurait pu imaginer aussi mettre 3 niveaux différents d'analyse pharmaceutique. Je ne sais pas, après, ça complexifie aussi les choses. Alors, souvent, en fait, quand tu mets plusieurs niveaux, tu te retrouves avec une négociation vers le niveau 1. Oui, oui. Donc, en fait, comme de toute façon, tu vas de toute façon aller vérifier ton bilan bio avant de l'injection du produit et que c'est forcément du niveau 2, on a préféré plutôt travailler sur un temps en fait, d'analyse. Voilà. Et pareil pour le contrôle qualité, parce que pareil, selon les contrôles qualité qu'on fait, le temps n'est pas forcément le même, selon ce qu'on nous demande. Et là c'est un temps global. Non, ça a évalué en fonction du MRPE. C'est-à-dire que par exemple, on va avoir des essais d'uro dans lesquels on peut se retrouver à faire du PSMA en suivi, du PSMA gallium. Donc forcément, le temps d'analyse sécu va pas être le même que si c'est pour faire une FEV, quoi. Oui. Voilà. Et donc du coup, c'est ça que tu oui, vois avec ton. Oui. Voilà. Ok. Je crois qu'il y a Aurélie de Stable aussi qui voulait poser une question. Elle a levé la main. Vas-y, Pardon, c'est une erreur. Ah. C'est une erreur. Mais c'était très intéressant. Merci. Sur les petites questions par rapport. Une petite question. Allez-y. Non, pas de souci. Excuse-moi, Frédéric. Vas-y. Juste une petite question. C'est-à-dire, quand on participe à un essai clinique qui est multicentre, ils peuvent nous faire signer plusieurs grilles? Non. Parce que normalement, en fait, c'est la même grille pour tous les centres d'expérimentation ou pas? Alors, ça va être la même grille au niveau de l'annexe 2.1. Par contre, l'annexe 3, elle est propre à ton centre. Donc, effectivement, pour cette partie-là de la grille, elle est propre. C'est ta grille que tu vas signer. D'accord. Voilà. Donc, c'est en ça qu'elles peuvent être un peu différentes d'un centre à l'autre. Mais après, dès que tu es sur l'annexe 2, l'annexe 2 points en l'occurrence pour nous, tu es dans le cadre d'un avenant global pour tous les centres qui participent à l'essai. D'accord. Okay. Et c'est d'ailleurs pour ça que le rôle du centre coordonnateur, il est majeur, parce que finalement, si le job n'est pas bien fait à la base, ça impacte tous les centres associés, en fait, qui après vont galérer pour récupérer les actes s'ils n'ont pas été clairement listés, en fait, au démarrage sur le contrat unique. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le cadre de la valorisation de nos actes, notamment pour les médicaments auxiliaires, quand on a une réunion, on va dire globale, avec un promoteur pour l'ensemble de ces essais et non pas simplement pour un essai, j'ai eu des réunions avec Roche, avec BMS, etc. En fait, on fait tout pour que l'ensemble des actes passe en 2.1. Et le promoteur, lui, va essayer de nous les faire passer en annexe 3, puisque du coup, comme ça, il saura que les autres centres n'y auront pas accès. C'est aussi pour ça qu'il faut qu'on ait un bon réseau. Eh oui, tout à fait. Voilà. Ok. Et donc là, la plaquette, ce sera diffusée, c'est encore Sandy, ce sera diffusé à tous nos collègues des essais cliniques, etc. C'est ça? Ou après, il faudrait aller dans des congrès où ils sont présents, mais je ne sais pas, ils n'ont pas de congrès forcément spécifique essais cliniques.
Tu m'as Non, dit déjà, il faut aussi diffuser, voilà, rien que tous les interlocuteurs interne, possibles, mais ouais. également tous les radiopharmaciens, et aussi faire en sorte que chacun soit le relais de la diffusion de cette information. Je te laisse compléter, Sylvain, je t'ai coupé. non, pas du tout. Il y a ça d'une part, et puis on va aussi essayer de faire un pontage avec le groupe de la CPCHU. Donc, il y a un groupe de travail essai clinique, en fait, avec quasiment un pharmacien essai clinique de chaque centre qui fait partie de ce groupe. Donc, c'est un groupe qui est assez gros, je pense, 70-80, je pense. Donc, ça sera aussi un moyen de diffuser rapidement la formation. Et ensuite, c'est les DRCI aussi, je pense que c'est important, mais bon, là, ça sera des actions locales. Hein. Je pense qu'il faudra que chacun diffuse l'information à sa DRCI. De la même manière, au niveau il y a un groupe de travail Unicancer sur lequel, effectivement, on va également aller présenter ce travail-là pour pouvoir effectivement toucher aussi les pharmaciens essais cliniques Unicancer. Et puis, après, en fonction, en fait, si on est plutôt privé ou public, je sais que, par exemple, sur Unicancer, en fait, ils mettent quand même des moyens pour les essais cliniques. Et donc, par exemple, au sein de l'Oncopole, on a un ingénieur qui gère toutes les grilles. Et du coup, c'est une femme, elle va travailler à diffuser auprès de ses collègues Unicancer également notre petite plaquette explicative. Voilà. Mais effectivement, après, c'est du local, quoi. Et par rapport en termes d'outils à diffuser auprès des collègues radiopharmaciens, est-ce que donc il y a cette grille vraiment qui explicite les choses? Est-ce qu'il y aura un outil pratique pour, on va dire, vraiment expliciter le remplissage de la grille avec, on va dire, des propositions, pas forcément des recommandations, hein, mais des exemples de temps accordé pour chacune des étapes, pour faire en sorte que, on va dire, les demandes soient assez homogènes et qu'on ne se retrouve pas avec des grands écarts extravagants entre un centre et un autre. Est-ce que ce type d'outils de remplissage, finalement, c'est prévu aussi ou... Alors, en fait, on a repris la grille et on l'a déjà comment dire, on a surligné l'ensemble des lignes qui sont pour les MRPE et l'ensemble des lignes qui sont pour les MRP. Pour la partie temps, en fait, c'est toujours pareil. C'est quand même dépendant des centres. Il y a des centres où les sécu vont prendre plus ou moins de temps. Bon. Donc, c'est là où c'est un peu plus compliqué. Oui, non, mais tout à fait, mais c'est pour ça que c'était pas sans justement, on va dire, tous les centres ont effectivement un laps de temps différent sur chaque type de contrôle. Mais ce que je veux dire, pour une CCM, même si tu es lent ou si tu le fais hyper rapidement, on va dire, proposer, on va dire, sans pour autant imposer, mais proposer voilà, un temps pharmacien si ces critères-là sont à renseigner, pour justement essayer d'homogénéiser un petit peu les choses et faire en sorte de montrer à tous nos interlocuteurs que finalement, il y a une cohérence finalement dans cette démarche. Oui, non, mais du coup, oui, ça, on peut le compléter aussi sur cette même grille, puisque normalement, tu es censé mettre ta justification avec ton temps et le nombre de fois où tu vas le faire. Donc, du coup, on pourrait effectivement le présenter sur la même grille pour la compléter, et puis on vous la fournira pour que vous puissiez la diffuser au monde de la Sofra. Ce serait vraiment top, je pense, effectivement. Mm. Et petite question, les tractations avec ces fameux industriels récalcitrants, tu penses que réussir à tirer quelque chose, parce qu'effectivement, on a les mêmes, comme tu le sais, on a essayé de faire des choses. Alors, c'est moins abouti que chez vous, encore bravo hein, pour tout ce travail de manière globale au niveau de la thématique et puis également tout ce que tu as mis en place, ce que vous avez mis en place dans vos différents centres. Mais je vois effectivement ici les échanges par rapport à cette fameuse, ce fameux forfait TEP. On nous fait à chaque fois passer tout et n'importe quoi dedans et c'est vrai que c'est toujours très compliqué avec les industriels sur cet aspect-là pour valoriser la dispensation ou quoi que ce soit, alors que pour eux, tout est compris dedans, quoi. Donc, tu penses qu'il y a moyen, on Oui, va y alors, arriver? oui, disons que là, si tu veux, actuellement, on n'a qu'un seul gros industriel qui nous blotte, c'est AstraZeneca.
ils refusent, mais on en est à discuter avec les avocats du CPCHU et du CNP, du Conseil national sur la recherche bioclinique. Donc, c'est dire. Donc, eux, ils sont vraiment réfractaires. Après, sinon, si on arrive à s'organiser pour que lors de la présentation de la grille, il y ait justement ces lignes qui apparaissent, normalement, ça passe. Mais il faudrait vraiment qu'on arrive à être tous très homogènes dans la façon de le présenter. Parce qu'en fait, actuellement, sur les essais où l'Oncopo n'est pas coordinateur, je les fais passer en annexe 3, donc personne ne les voit en fait. C'est ça qui est dommage en fait. Ouais. Oui, j'imagine. Mais ils sont intitulés de la même manière. C'est les mêmes lignes, c'est intitulé de la manière dont c'est fait dans l'annexe 2 points. Donc on va y arriver. Hein. Excusez-moi, il y a Anne Patine qui voulait poser une question, je pense. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui. Alors, j'ai une question, c'est sur le suivi des examens, par exemple, pour les lymphomes. On fait des TEP fréquemment, et ça, c'est dans le standard of care. Comment vous les comptez dans les surcoûts ou pas, radiopharmacie? Alors ça, c'est la grande question. Ah, d'accord. En fait, le soin courant n'existe plus. Le soin courant n'existe plus dans les textes de loi. On parle éventuellement de pratiques courantes, mais encore une fois, le règlement européen stipule que tout doit être pris en charge par le promoteur. Alors c'est là où il y a des grosses différences de pratiques entre les promoteurs académiques et industriels. Donc on comprend bien que les académiques, ça les arrange énormément que le soin courant soit encore d'actualité, parce que c'est souvent des petits budgets. En revanche, pour les industriels, ce n'est pas le cas. Et tous les médicaments de soins courants, qui ne sont pas expérimentaux, mais que les patients doivent quand même prendre, ils doivent être remboursés par le promoteur. Donc, Eh bien, ce n'est pas tout à fait vrai. Parce que je m'occupe des essais cliniques aussi. Et donc, par exemple, pour le Revlimid, ils ont d'un côté le DARA machin qui est fourni, et le Revlimid, il est remboursé par la sécurité sociale. Il n'est pas remboursé par le promoteur dans le cadre d'un essai. Et j'en ai 2 comme ça. C'est pour ça que c'est une vraie question. Comment? C'est quel promoteur? Ceux-là, c'est lequel? IFM. C'est IFM. C'est Janssen. Peut-être, ouais. Ouais, mais IFM, je crois qu'ils ne sont pas un peu académiques. Si, parce que ce n'est pas la Ligue contre le... je sais pas. Parce que Janssen, je sais que pour les essais Janssen avec le DARA, justement, ils ont remboursé. Moi, j'aurais fait une facture de 200 000 € de Revlimid, là. Ouais. J'en ai un autre, là. C'est Confirme aussi. Donc, mais non, je sais ça, pas c'est... Oui, on l'a aussi. Le Confirme, c'est très compliqué parce que c'est encore un coût de promotion industrielle qui passe par des associations de patients ou comme le LISARC, en fait. Ou des choses voilà, c'est ça, c'est le LISARC. Et donc, du coup, l'aspect industriel au niveau financier disparaît complètement. Ben voilà. Ouais, ça, donc voilà, c'était ma question. Disons que quand on est vraiment dans un essai clinique à promotion industrielle au sens propre du terme, la sécurité sociale n'intervient pas dans le remboursement des produits, en fait. Non. Donc à partir de là, on a vraiment le champ libre pour pouvoir effectivement faire appliquer la grille complètement, en fait. Ouais, mais je ne suis pas sûre qu'ils acceptent. Enfin, c'est toujours un bras de fer. En fait, dans la loi Jardé, sur les RIPH de type 2, donc celle où... il y a une liste en fait d'essais qui peuvent être pris en charge par la sécurité sociale, mais la liste, elle est arrêtée en fait. Il y a une liste arrêtée et globalement, pour toutes les RIPH de type 1, en général, c'est à charge du promoteur. Ok. Merci pour vos réponses. Alors sinon, du coup, j'aimerais bien juste rebondir sur la remarque d'Emmanuel sur l'archivage. Donc effectivement, le règlement européen sera officiellement appliqué le 31 janvier 2022. Avec notamment cette extension de 15 à 25 ans pour l'archivage. Sauf que je n'ai pas trouvé d'informations noir sur blanc, mais l'interprétation qui en est faite, c'est que pour tous les essais qui sont en cours, le règlement va s'appliquer en fait. Et donc, alors comme c'est très compliqué de faire des avenants, et bon, peut-être pour 100 €, ça ne vaut pas le coup, mais en tout cas, pour tous les contrats qui sont signés à partir de maintenant, je pense qu'on peut anticiper et mettre 25 ans pour l'archivage. En tout cas, d'expérience, je n'ai pas de refus pour l'instant des industriels à ce niveau-là. Voilà. C'était juste une petite remarque.
Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un a encore une question à poser? Je vais juste dire un mot pour vous remercier aussi tous les deux, Sylvain et Chloé, pour avoir pris à bras-le-corps ce sujet dans le groupe thématique. Je tenais à saluer aussi, alors vous ne pouvez pas se connecter, Marie-Dominique Desruet et Alain qui sont très actifs dans ce groupe recherche clinique, et puis tous les autres membres évidemment de ce groupe thématique. Moi, je trouve la plaquette super. Voilà. Après, il faut espérer que tout ça soit suivi. Je me demandais si on avait la possibilité, par exemple, d'ici 1 an ou 2, de se faire un retour d'expérience de toutes les différentes radiopharmacies sur l'application de cette grille et sur ce que ça aurait permis d'apporter, s'il y a des points de blocage, s'il y a d'autres centres où ça se passe bien, enfin des centres où ça se passera bien et d'autres où ça se passera mal, forcément il y en aura. Voilà. Une très bonne idée, je pense qu'on peut la noter pour les prochains rendez-vous. Ouais. Peut-être même faire une enquête et puis l'analyser avant les prochains rendez-vous. Oui, ça peut être très intéressant pour le groupe de travail. On va le noter. Oui. Oui, tout à fait. Et sachant qu'une fois qu'on a réussi à faire valider cette grille, percevoir l'argent au niveau de son établissement, la dernière étape et non des moindres, c'est faire en sorte que cet argent retombe aussi en partie vers la radiopharmacie. Et ça aussi, c'est une belle étape bien compliquée en général. C'est encore un autre problème, oui. Et voilà, donc effectivement, merci beaucoup pour tout ce travail. Et puis effectivement, une nouvelle enquête à prévoir pour l'efficience et la mise en place de ce bel outil. Merci à vous.